Nicolas est notre invité d'honneur le plus âgé. Il est né en 1962, on va le dire. Quand on a voyagé dans autant de pays que ça, comment on fait pour s'adapter à un système scolaire? Parce que c'est compliqué entre la scolarité à l'anglo-saxonne, à la française, autre chose. Comment tu as fait, Nicolas? Quand on a 8 ans, on ne se pose pas de questions, on s'adapte. En fait, ça, c'était le plus beau cadeau que m'ont fait mes parents. C'est de nous transporter avec mes frères et sœurs dans le sud-est asiatique, à Singapour, en 1971 ou 72, un pays en voie de développement encore à l'époque. Et ben, du coup, on n'a pas le choix que de s'adapter. Et notre deuxième cadeau de nos parents ont décidé de nous mettre dans une école anglaise, sachant que j'allais y rester quelques années, plutôt que de nous mettre à suivre les cours par correspondance dans une petite école de français qui vit en autarcie à Singapour. Du coup, ils nous ont mis dans une école anglaise. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, pas en uniforme alors que tout le monde était en uniforme, ne pas parler la langue du tout. Et puis finalement, à 9 ans, on ne pose pas de questions et on s'adapte. Voilà. Et ça m'a servi toute ma vie, en fait, de m'adapter. Et du coup, après, j'ai fait d'autres systèmes et du scolaire. Et ensuite, donc, tu es devenu rapidement entrepreneur avec ton papa dans le domaine du sport et des loisirs. C'était quoi comme type de société, Nicolas? Mon père a eu la bonne ou la mauvaise idée d'acheter des droits. On jouait beaucoup au tennis à Singapour. Et acheter les droits pour créer un sport qui s'appelle le half-court. Donc ça jouait exactement sur le quart de la surface d'un court de tennis. Donc ça marchait bien en Australie, mais en France, le sport, c'est associatif et c'est pas un business. Ouais. Donc bon, ça a été revendu au groupe Forest Hill et c'est comme ça que l'aventure s'est terminée. Mais toi, au tennis, tu as caressé le rêve de devenir professionnel. Hein. Tu étais classé combien? Petit. Non, mais moi j'étais à Singapour, c'était pas le même classement qu'ici. Donc j'étais petit, mais bon, je rêvais comme les petits rêvent beaucoup. Et mon père m'a dit non, il faut que tu aies les pieds sur terre. Ouais, fais un vrai métier. Fais un vrai métier. Le prochain Français qui va gagner Roland Garros, selon toi aucune idée, je suis plus tennis maintenant. Est-ce qu'il est né? Aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais, si tu me parles de la course d'endurance, je pourrais peut-être te donner des noms, mais là, sur le tennis, j'en ai plus. 1994, donc tu rentres, Nicolas, chez Look Voyage. Et là, tu vas avoir une rencontre qui va compter dans ta vie professionnelle, un certain Carlos. Carlos, c'est mon associé, celui qui m'a fait. Alors, il y a l'époque, c'était un peu un Carlos branleur. da Silva. Carlos da Silva, c'est un grand. Moi, je suis le petit, lui, c'est le grand. Lui, c'est le séducteur. C'est le beau gosse. Il est Avril. Voilà, et lui, les joueurs de poker. Moi, je m'occupais plutôt des finances, et puis il a beaucoup d'idées, donc l'idée tournait beaucoup. Donc, lui, c'était un peu quand je l'ai rencontré, j'ai un peu je taquine maintenant, un peu le branleur. Et ça coulait douce, beau gosse, les filles, la Porsche décapotable, etc. Voilà. Mais en tous les cas, il y a beaucoup d'idées. Ça a marché entre nous, c'était tellement différent. On ne s'est pas associés pour les mauvaises raisons. On n'était pas du tout amis. On n'est toujours pas amis. On n'a pas les mêmes amis du tout en commun, les mêmes activités. Mais c'est cette complémentarité qui fait que ça marche dans l'entrepreneuriat ensemble. Alors, vous avez racheté tous les deux, donc en 1997 au groupe Air France, Go Voyage. Et Go Voyage va évoluer, se transformer pour, quand tu vas quitter l'entreprise en 2012, devenir un leader européen avec 120 millions de clients pour un volume d'affaires supérieur à 3,5 milliards. Oui, on a réussi alors par la croissance organique. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc c'est l'avènement d'Internet. Donc on était plutôt de ce côté-là, ce côté adaptation, de voir les changements qui s'opéraient sur le marché. Donc Internet est arrivé, nos confrères nous disaient tous, c'est un concurrent, on va rien pouvoir faire, on va perdre nos parts de marché. Nous on s'est dit, non, c'est une opportunité, au contraire, ça sera un nouveau canal de distribution accessible pour nous. Et donc du coup, Internet a fait exploser nos activités. Effectivement, GoWell était un formidable succès. Et on s'était associé avec Accor, puis on l'a racheté, puis revendu, puis racheté. On a fini par se marier avec un Espagnol qui nous a croqué. Et puis, ça a conduit à notre départ, effectivement, à l'époque, avec ces 3 milliards de volume d'affaires. Ils sont cotés en bourse aujourd'hui et ça reste toujours une belle entreprise. Et c'était une belle opération financière pour toi? On en a fait plusieurs. La dernière, ce n'est pas la meilleure opération financière parce qu'on a mal été traité par nos actionnaires. On a fait un LBO à l'époque, on en parlait tout à l'heure. Il faut bien choisir ses actionnaires. Le dernier qu'on a choisi, notre actionnaire français, celui-là, on ne l'oubliera jamais, ne nous a pas bien traités. Mais bon, c'est ce qui nous a... C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Mais c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas reparti avec le groupe Mr Fly si Alors, on ne nous avait pas éconduit. Raconte-nous, 2015, nouveau départ, Mr Fly, quel est le concept? Alors, après 2 ans de break, parce qu'on nous a voulu nous mettre hors marché en disant... dû quand même bien vendre, parce que 2 ans de break... Non, mais c'est 2 ans d'exercice de nos clauses de non-concurrence. Donc ils ont voulu, et quand ils nous ont appelé pour nous dire on vous libère de vos clauses de non-concurrence, en disant vous ne servez plus à rien maintenant, parce que vous êtes sortis du marché pendant 2 ans, donc on ne vous connaît plus, on vous a oublié, vous ne servez plus à rien. Vous n'êtes plus bon à rien. On a dit c'est votre décision, et voilà, on s'est dit si justement il y a encore quelque chose à faire, et donc on est reparti en 2015, on a créé Mr Fly. Dans Mr Fly, le concept, parce qu'on sait faire plus qu'une seule chose, on avait déjà plus de 50 ans, Carlos et moi, c'est le domaine du voyage, c'est la distribution en particulier de billets d'avion auprès de professionnels du voyage, donc les agences de voyage, les tours opérateurs et tous ceux aussi qui veulent vendre du voyage. Aussi, hein. On a beaucoup de partenariats. En fait, on permet la distribution d'un produit qui paraît simple, qui est très compliqué à sourcer, très compliqué à réserver, très compliqué derrière ce qu'on appelle full filet dans notre jargon à nous.
nous, parce que les billets d'avion changent. Chaque compagnie a ses propres règles, donc 500 compagnies aériennes. Et donc, c'est d'apporter cette distribution qui avait arrêté notre ancienne maison. Donc, ils nous ont préparé le terrain. Ils avaient arrêté le B2B, et nous, on s'est relancé dans le B2B, fort de nos relations passées. Et on a très rapidement acheté d'autres entreprises pour faire pas seulement du vol, pour ça qu'on a changé le nom du groupe. On fait également de l'hébergement, de la location de voitures, des séjours. Donc, c'est Digitrip, c'est ça, le groupe? Le groupe Digitrips, voilà. Comme ça, les gens disent c'est quoi Digitrips. Au moins, ils posent la question c'est quoi Digitrips. Quand on parle de Mr. Fly, les gens l'associent évidemment tout de suite au vol. T'as levé combien? On a levé 45 millions depuis 2015. Et l'entreprise est rentable, là? L'entreprise est rentable, voilà. Nos actionnaires veillent à la rentabilité précieusement parce que bon, certains aimeraient bien pouvoir sortir. Et la rentabilité, en tout cas post-Covid, est une nécessité parce que là, nos fournisseurs, notamment les compagnies aériennes, nous scrutent de très près. Donc c'est une impérative nécessité. Aujourd'hui, ça n'était pas à l'époque. À l'époque, quand on a lancé en 2015, l'objectif c'est l'hypercroissance. La rentabilité ne comptait pas. Mais voilà, le monde a changé pendant le Covid et on s'est adapté. Là aussi, l'adaptation, elle continue. Les grandes tendances, Nico, pour cet été, donc les Français vont où? Bon, les Français vont là où c'est pas encore trop cher. Tout est devenu plus cher. Hein. L'inflation sur la partie aérienne, c'est au moins 25% par rapport à l'avant Covid. Ça a commencé à augmenter à l'automne l'an dernier. 25%. Dans l'hôtellerie aussi, ça augmente pas mal. Donc voilà, les prix augmentent. Donc il n'y a pas de bon plan. Hein. Il faut surtout pas tarder à réserver parce que moins il y a de place. Plus les prix vont continuer à augmenter. Donc, je dirais, il y a pas de, tout dépend des budgets. Hein. Alors, tu as mis également, donc, comme tu as très bien vendu tes boîtes, de l'argent dans différentes sociétés, donc des business angels. C'est quoi la recette pour jamais se tromper quand on met du pognon dans une jeune boîte? Alors, on se trompe. Hein. Il y en a une qui a fait long feu. En fait, il n'y a pas de recette. En fait, surtout des rencontres. Moi, mais j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plutôt les rencontres avec des hommes. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et donc, moi, j'ai investi dans des entreprises. Alors, c'est un peu le fait du hasard. Tout ça dans lequel j'ai investi, ce sont des entreprises qui sont co-dirigées. Donc en fait, il n'y a pas qu'un seul dirigeant. Voilà, parce que je trouve ça plutôt rassurant, mais c'est le hasard qui fait les choses. Et j'investis beaucoup dans le tourisme, parce que c'est un domaine que je connais mieux que les autres. Et puis, mais avant tout, ça reste une histoire d'homme, quoi. Et alors aujourd'hui, donc tu as également, tu soutiens les causes caritatives, humanitaires, Margot? Oui, alors quand on s'est relancé, je dis autant faire les choses et de le faire pour une bonne raison et aussi donner du sens à l'entreprise. On en a pas mal parlé lors de la conférence tout à l'heure. Donc je suis engagé dans le combat du cancer des enfants. Donc voilà, j'ai commencé à courir pour eux, à lever des fonds. J'ai rejoint la fondation et je rejoins le conseil d'administration de l'association maintenant. Ils m'ont fait cet honneur et ce plaisir. Voilà, et puis ça permet de donner du sens, de l'engagement. Et puis je trouve que de faire des courses d'endurance pour sensibiliser et collecter, où c'est moi qui donne de ma personne. Voilà, c'est pas juste de dire donner pour une cause, mais là c'est moi qui cours les kilomètres. Tu as fait un chèque global conséquent. Hein. Je l'élève, hein. En fait ce sont mes relations qui donnent. Voilà, moi j'investis, c'est moi qui paye mes déplacements, qui paye mes courses, qui contribue aussi, parce que je suis cofondateur de la fondation, j'investis aussi de mes propres deniers dans la fondation. Alors c'est la fondation Imagine for Margot, qui est auprès de la Fondation de France, et puis Imagine for Margot, l'association. Voilà, qui est une magnifique association qui a quand même investi 17 millions d'euros dans la recherche contre le cancer des enfants et qui a permis de guérir mieux, surtout beaucoup plus vite, les enfants malades. Ce sont des maladies rares. Il y a en France plus de 2500 enfants qui meurent chaque année. Il y a 400 000 jeunes dans le monde qui sont atteints chaque année d'un cancer, nouveaux enfants qui sont atteints d'un cancer, donc c'est absolument dramatique. Et pour moi, les enfants, mais ça c'est très personnel, mes enfants, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont en parfaite santé, mais pour moi, l'enfance, voilà, c'est notre avenir et le moyen de combattre cette injustice. J'aimerais bien en tous les cas, que cette injustice au rang des fatalités qu'on a aujourd'hui. Et donc là, Nicolas, les entrepreneurs qui sont ici peuvent t'aider? Bien sûr, il se fait sur imagineformargot.org et de faire un don, c'est évidemment défiscalisé. L'association est en cours de reconnaissance d'utilité publique, hein, donc c'est une magnifique association. La gouvernance, elle est de la label IDEAS, hein, donc pour la transparence et la qualité de sa gouvernance et du retour sur investissement qui sont faits dans les projets au bénéfice des enfants. Donc voilà, c'est une cause qui mérite d'être soutenue. Et sur tes 52 marathons, ton meilleur souvenir, ton pire souvenir? Mon meilleur souvenir, alors c'est très difficile, hein, parce que des courses... 1h12, tu as mis 1h12 et tu as battu 17 Kenyans. 1h12, non. Ouais. Il a survolé les Kenyans. Non, c'était quoi? Non, les mauvais souvenirs, c'est la seule course où j'ai dû abandonner parce que j'avais une tendinite. Donc ça, effectivement, c'est très difficile d'abandonner. Surtout quand on le fait, c'était à Caen, le marathon de Caen, le marathon de la Liberté à Caen. Voilà, j'ai pas réussi à le faire. C'est toujours difficile, parce que comme je cours pour les enfants et de se dire qu'ils souffrent et de ne pas arriver à surmonter ma souffrance à moi pour aller au bout, ça m'a fait du mal. Et à la fin, on le regrette de dire tu aurais pu continuer, tu aurais pu marcher, etc. J'ai vraiment trop mal, mais ça fait un très mauvais souvenir. Ouais. Et puis les bons souvenirs, j'en ai beaucoup. En fait, j'ai surtout la satisfaction quand je passe les lignes d'arrivée. Voilà, je
je pense toujours aux enfants et ce qu'on fait, d'avoir été au bout, de montrer voilà, qu'on les accompagne et qu'on les soutient et qu'on collecte des fonds pour eux. Je me fais du bien en leur faisant du bien. Voilà, tout simplement. Ton meilleur temps, c'est combien? C'est 3h19. 3h19. Et pour terminer, l'an dernier. L'an dernier? Ouais. Bravo. Et pour terminer, côté vin, on va le dire, tu adores le bon vin. Oui. Tes 2-3 meilleurs souvenirs? Meilleur souvenir, c'est. Alors le meilleur, c'est ce soir, mais les autres alors? Oui. Avec mon épouse, en fait, elle court pas beaucoup, donc il y a quand même le côté aussi plaisir de toutes ces courses, c'est qu'on on fait toujours des restaurants gastronomiques le soir même après les courses. Donc moi, c'est celui qui nous a marqué tous les deux. Mon épouse est ukrainienne, c'est le découvert d'un côte rôti d'Yves Gangloff, la Sereine Noire. Voilà, pire, ça, franchement, comme découverte. Hein. Voilà, ça c'est un vin qu'on adore tous les deux et que je partage avec mon épouse. Bon, il devait être brillant, il a été. Bravo et merci beaucoup, Nicolas. Merci.